Max, quelle est ta définition de la radio? La définition de la radio, mon Dieu, c'est une bonne question, ça. La définition de la radio? Oh bah c'est simple. C'est à la fois tout et rien, c'est divertissement, c'est imaginaire surtout. Imaginaire, dans l'imagination. Comme je ne vis pas dans le passé, je considère que le média doit être en prise directe avec le quotidien. Ça, c'est la définition de la radio pour moi. La télé, c'est l'image, la radio, c'est l'imagination. Être dans la radio, c'est être disponible, être au contact de la vie et être soi-même. Et c'est vrai que même un non-voyant, s'il écoute la radio, on peut lui décrire plein de choses et puis laisser une place même à son imagination pour compléter. Étant donné qu'on doit se fier uniquement à ce qu'on entend, à l'ouïe, donc forcément à ce qui peut se passer dans un studio, je trouve que dans l'imaginaire, comment se comportent les gens dans un studio de radio, le physique, voilà, c'est extrêmement important, ce serait ça, faire travailler l'imaginaire. Hubert, pouvez-vous nous parler de votre première expérience radiophonique? La toute première, c'était pas moi. J'écoutais la radio à l'époque. Michel Lanceau, Campus. Ça, c'était la plus importante. Ma première expérience radiophonique. Un jour, je suis tombé dessus, j'étais tout gamin, je devais avoir 10-11 ans, je sais plus. Et il y a un mec qui était tétraplégique et qui vivait allongé et qui téléphonait en cachette de ses parents. Il devait avoir 16 ou 17 ans, je crois, je sais plus. J'étais un jeune aviateur à la base aérienne de Marrakech. Et il y avait pas très loin une base américaine. Et les Américains, qui emportent toujours tout ce qu'il faut, avaient leur FM. J'écoutais la FM américaine. Et il exprimait le désir d'en finir avec la vie parce qu'il souffrait trop. Et il ne pouvait pas le dire à ses parents, qui auraient eu trop de peine. Et il l'a dit en direct sur Europe 1 dans l'émission Campus de Michel Lanceau. Et l'échange qu'il y a eu à ce moment-là avec Lanceau a été d'une qualité... Fun Radio, parce que c'est là où j'ai travaillé pendant longtemps, mais c'est réellement là où j'ai commencé, puisque j'ai été stagiaire assistant d'un animateur qui s'appelait à l'époque Thierry Lamy, dit Bill de Bruges, dit Bill Codbar, voilà, etc. Et quand je suis rentré en France, et que mon copain Xavier Roy m'a dit « il faut que tu ailles voir à Europe, je crois qu'ils cherchent des gens », que j'ai fait mon essai. J'ai d'abord fait un essai de voix et ensuite on m'a emmené à la discothèque et on m'a dit « vous choisissez un programme et vous le présentez, on va enregistrer ». Et ce n'était pas sur une radio comme celle qui figure dans mon CV, entre guillemets. C'était une radio tomate, je rentrais du Palace, il était 7 h du matin, j'étais un peu fatigué, je dois dire. Et la radio se trouvait place de la Contrescarpe. La radio, ça a été assistant, stagiaire au tout début sur Fun Radio. Voilà, c'est là où j'ai tout appris à l'époque, avant que la libre antenne ne débarque. Et j'ai aussi choisi un programme, alors je connaissais tous les derniers tubes américains et il y en avait quelques-uns déjà arrivés à la discothèque. Et j'ai présenté ça en important en France le métier de disc jockey, c'est-à-dire qui consistait à parler sur l'intro musicale des chansons pour les lancer et éventuellement à la fin à faire un mixage avec le morceau suivant dans la rythmique, etc. Voilà, disc jockey, en abrégé DJ. Et ça a un peu changé depuis, et ça a fait la fortune de quelques-uns. Un gars est sorti, je ne savais même pas qu'il y avait une radio là, et il m'a demandé, les gars, je suis tout seul, ça fait 8 heures que je suis à l'antenne. C'était en 80, je crois. Ouais, Radio Tomate. Et il m'a dit, est-ce que vous pourriez... Ouais, rien du tout, on était complètement fracassés. Alors la première fois au micro? La première fois, c'est en... Alors bon, à l'époque, quand on était assistant, stagiaire d'un animateur, on était amené à faire un petit peu de micro de temps en temps. Mais la véritable expérience en tant qu'animateur, c'était en 80. Moi, je suis arrivé en novembre 88 à Fun et j'ai dû faire un essai en avril 89. C'était un après-midi, à peu près 1 heure avant Salut les copains que présentait celui qui est devenu un grand ami par la suite, Daniel Philippaki. Il fallait que je fasse mon essai en direct. Et il nous a quand même fait venir à l'antenne de sa radio, il nous a chopés dans la rue. Et je me suis fait passer pour un prêtre. Je me suis fait passer pour un prêtre qui faisait de l'humanitaire au Vietnam. Je lui ai dit que je m'occupais de 8500 enfants, à moi tout seul.
J'ai remplacé un animateur un vendredi soir, parce qu'à l'époque, celui qui faisait les nocturnes, le minuit 6h en pouce-disque, c'est ce qu'on disait, c'est où tu faisais un speak tous les 4-5 disques, faisait du lundi au vendredi soir. Et le vendredi, Fun Radio était partenaire d'une discothèque qui n'existe plus, qui était à la Défense, qui s'appelait le Midnight Express, qui était vraiment une des discothèques les plus à la mode. Et lui ne pouvait jamais y aller, et un jour il a demandé s'il était possible de se faire remplacer. Comme j'ai un nom de famille un petit peu compliqué, ils ont dit, et voici, alors ils n'ont pas réussi à le prononcer, ils ont dit, bon bah, il s'appellera Hubert, mon prénom. Et ben voilà, c'est resté Hubert. Ça a donné quelques idées par la suite à quelques autres qui se sont dit, un prénom, tiens, c'est pas si bête. Un notamment qui, un jour, m'avait dit, oh là là, qu'est-ce que j'ai pu écouter, ça m'a même donné l'idée de faire ce métier sous un prénom, Arthur. Et c'est là qu'on m'a proposé de le remplacer un vendredi soir pour faire un véritable essai et voir ce que ça pouvait donner derrière un micro. Et ça a été une superbe expérience, à la fois une catastrophe. C'est que ce soir-là, il y a eu une petite bagarre qui a eu lieu dans la boîte. Donc du coup, le directeur d'antenne et les animateurs de l'époque sont revenus me voir vers 4h du matin. Je me souviens que le premier disque que j'ai passé, c'était mon disque favori de l'époque, et je l'avais entendu pour la première fois, donc peut-être un an auparavant à Marrakech, quand j'étais encore dans l'aviation. Et du coup, ils se sont retrouvés dans le studio alors que moi, je faisais ma véritable maquette en direct. Donc j'étais tétanisé à l'idée d'avoir, entre guillemets, mes responsables, mes boss dans le studio. Et moi, je faisais quand même tu sais, mon petit speak de 20 secondes sur une intro de disque tous les 6-7 disques. C'était Dionne Warwick, et ça s'appelait Don't Make Me Over. En quelque sorte, en français, ne me fais pas cocu. À l'époque, j'avais écouté son conseil, bien entendu. Et j'étais tétanisé, sachant qu'avant j'avais une voix de puceau et qu'il y avait un traitement de son, pour ceux qui comprennent, mais assez lourd. Donc il fallait parler fort pour qu'on puisse bien s'entendre sur une intro de disque. Et ma voix ne passait quasiment pas, quoi. C'était une catastrophe. Comment sont nés les deux personnages, Monsieur et Madame Ledoux? J'ai commencé à faire des canulars à Radio Nova. Je me suis aperçu très vite que si je voulais développer des scénarios un peu plus dingues, il fallait que j'ai un autre personnage. J'ai pas de talent d'imitation. Donc il a fallu que je force dans les cordes vocales là, mais vraiment forcé. Hein. Ils sont accouchés à voix basse, très basse. Il a fallu que je force comme ça, vraiment très fort. Il a forcé encore plus fort. Et c'est de ces deux voix, à un moment, j'ai eu le Père Ledoux d'abord, en forçant. S'il fallait choisir un événement marquant dans ta carrière radiophonique? Bon, c'est une question qui m'a souvent été posée. Il y en a plein parce qu'il y a les rencontres de personnages comme le fameux Gérard de Suresnes, Françoise de la Courneuve, Alain de Brest. Mais dans les grandes émissions, je pense que Dans le vent, ça a été quelque chose d'énorme. On a fait des trucs extraordinaires. Et puis en forçant encore plus, j'ai eu la mère Ledoux. Il suffisait juste de forcer encore plus. Et elle force encore plus, elle est pire que lui. Et ce qui est rigolo, c'est que c'est proportionnel à la nature de la voix. Plus je forçais, plus ce que je disais était frappadingue. Je repense avec mon copain Mitchell, un 15 août, jour désert en principe à Paris, où il faisait une grosse chaleur et où on s'était installé sur le trottoir. Les copains techniciens avaient tiré du câble et on s'était installé sur le trottoir d'Europe 1 parce qu'il n'y avait pas encore la clim dans les studios. Peut-être s'il devait y en avoir un ou deux, alors comme ça, en dehors de tous les personnages, on va dire vraiment pur, comme ça, un moment fort qui est resté gravé dans ma tête, c'est ACDC. Donc cette mère Ledoux, je pensais que Robert Ledoux, il n'avait pas de limite, mais sa femme, Germaine, c'est encore pire. Donc c'est purement né de cette volonté d'accoucher de personnages qui me permettaient d'enrichir les histoires. Et puis ça a marché, et ça c'est incroyable. Angus Young d'ACDC et Brian Johnson, le chanteur d'ACDC, qui viennent dans un petit studio. On était dans un studio qui n'était pas plus grand que celui dans lequel on est en ce moment. On était une trentaine dedans. Il a commencé à jouer I Want Well avec la guitare. Je crois que les gens de Trust sont descendus dans le studio parce que voilà, pour faire la surprise. Et les copains techniciens avaient rouvert l'eau des caniveaux en haut de la rue et on avait commencé l'émission en disant bon, hein, tout le monde est obligé d'enjamber des corps sur la plage pour aller se baigner. Ben nous, voilà, on vous a fait caniveau plage. Et vous pouvez venir vous baigner tant que vous voulez. La seule chose, c'est que
il faut apporter votre sable. J'en ai fait des centaines de milliers, puisque j'en faisais en moyenne entre 50 et 100 par jour, et j'en choisissais un seul. Il en est resté 2000. 350 personnes dehors, on a dû fermer quasiment Neuilly parce que c'était l'émeute jusqu'à minuit. Voilà, c'était la totale, quoi. Et il y avait un copain dont le père avait une grosse entreprise de travaux publics qui, dans les 10 minutes qui ont suivi, nous a envoyé 4 camions bennes avec je ne sais pas combien de tonnes de sable. Ma fiancée de l'époque dînait avec sa mère chez le préfet de police, qui a passé un coup de fil au commissaire du 8e en disant « Bon, allez, c'est le 15 août, mettez deux agents au bas de la rue François 1er, on va la bloquer sur 100 mètres, ça va gêner personne. » Pour tous les gens, je crois, presque, les deux qu'ils préfèrent, c'est 43e étage sans ascenseur et la gare de Monaco. Et là, les gens sont arrivés, c'était incroyable. Ils ont bougé le sable, ils ont fait un barrage dans la rue François 1er qui est en pente, et l'eau est montée et les gens se baignaient, rue François 1er. Quand on creuse un peu, ils aiment aussi le piratage du compteur EDF, ils aiment aussi Commandant Cousteau, ils aiment aussi Nicolas Hulot, enfin il y en a plein. Et un jour, où j'ai rencontré par hasard dans un train Bertrand de Ladoé, il m'a dit « Oui, j'avoue, je l'ai écouté, c'est l'idée de Paris Plage ». On va dire dans le milieu des messieurs, parce qu'en plus ils ont joué le jeu, ils ont été top, on s'est marré, on leur a demandé de faire des blind tests, de chanter, ils ont tout fait, enfin c'était la totale. Donc ça c'est un des souvenirs très très forts de ma petite carrière radio. Comment imaginez-vous la radio de demain? C'est celle d'hier plus celle d'aujourd'hui. Pour moi, la radio de demain, c'est peut-être plus la radio, mais un concept de demain. Moi, je l'avais un peu créé là, il n'y a pas longtemps sur Prisma Radio, mais ça serait d'avoir, par exemple, la Max Radio. Avec le confort de demain, pour l'entendre. C'est une radio faite de la maison, 24 heures sur 24. Alors, ça ne veut pas dire que j'animerai 24 heures sur 24, mais ça pourrait être une programmation du matin jusqu'à une certaine heure exclusivement faite par moi. Un espèce de radiobook, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, chacun ferait sa radio, passerait sa musique. Ne pas jouer un titre que je n'aime pas, que je n'assume pas, peu importe le style, et puis après une émission le soir, de libre antenne ou de radio libre, mais fait de la maison, tu vois, la Max Radio. Voilà, c'est pour rêver, hein, bien sûr. Aux États-Unis, il y a ça avec toutes les facs et tout, c'est très bien. Alors là, par contre, il y a des radios américaines, si celles-là, je les écoute, il y a des radios américaines de campus qui passent des musiques très pointues, que ce soit de la country, du rap, des machins, ça j'en écoute beaucoup. Ça serait ça pour moi la radio idéale. Mais c'est ce vers quoi on va aller, quoi. Pour terminer, en partant du principe que la radio est une personne, elle est matérialisée par cette caméra aujourd'hui. Vous pouvez enfin lui faire une déclaration, Jean-Yves Lafesse. Redeviens libre. Je pensais qu'on se rencontrerait jamais, franchement. Je ne savais pas si on était fait pour s'entendre. J'avais jamais quasiment entendu parler de toi avant qu'on apprenne à se rencontrer, à se dompter. Et c'est vrai que grâce à toi, j'ai pu enfin trouver ma voie. Je ne sais pas ce que j'aurais été si je ne t'avais pas rencontré, mais voilà, grâce à toi, je me suis épanoui. D'abord, j'ai rencontré des gens absolument merveilleux, je continue à le faire. J'ai réussi à découvrir et à écouter de la musique peut-être que je n'aurais jamais soupçonné à une époque. Et puis c'est vrai que tu m'as permis inconsciemment de former un petit peu ma personnalité et puis un petit peu de sortir un petit peu de cette folie. Il faut en fait retrouver l'amour de la tradition, de la transmission. Nous étions un pays qui transmettait, nous ne le sommes plus. Et la radio, c'est son job. Moi, je pense que grâce à toi, la radio, pour certains d'entre nous, voilà, on a tous une petite partie de folie pour tout le monde. Et grâce à toi, pendant 3, 4, 5 heures, pendant 20 ans, 10 ans, en faisant de la libre antenne, j'ai pu extérioriser un petit peu ma folie. Voilà. Donc, j'aurais peut-être pu être un serial killer. Et grâce à toi, je n'ai pas été parce que j'ai pu canaliser ces 3, 4 heures de folie. Alors, retrouve ça, ma vieille, et tu pourras peut-être survivre. Cette histoire d'amour, pour l'instant, a été mise de côté. Mais on dit que les histoires d'amour finissent mal en général, mais j'ai l'impression que cette fois-ci, elle va bien se terminer. Je peux vivre sans toi à la radio, mais tellement moins bien.